Boucher d'esprit de Father Alwyn. In India, if you don't find what you want, you will find a copy. Ce qui veut dire, en Inde, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous en trouverez une copie. Un courriel de ma charmante épouse envoyé le 12 septembre 2004 à 19h31 et 28 secondes, intitulé « Des nouvelles de notre fabuleuse aventure indienne ». Allô les amis, saviez-vous que le slogan touristique de l'Inde c'est « Incredible India » Moi oui, et je comprends très bien pourquoi ils ont choisi ce slogan. L'Inde, c'est assez particulier. Ici, plusieurs vivent dans les rues. On peut voir des gens qui se font à manger sur les trottoirs, une femme qui donne le bain à son bébé au pied d'un chantier de construction, des gens qui dorment un peu partout. C'est juste normal ici. Les Indiens sont de nature très douce et respectueuse. Ils sont en général très gentils, amicaux. La petite dame qui fait le ménage de notre chambre a un de ses sourires si vrai, si radieux. On a eu notre premier lézard dans notre salle de bain hier. Il était rose avec des yeux noirs, et lui aussi il m'a souri. Il faut pas les chasser, ils sont là pour manger les insectes nuisibles. Lundi matin, on monte à Rishikesh, dans l'Himalaya. On va passer 1 mois et demi dans des ashrams. C'est des lieux de prière, un peu comme des monastères. Je sais pas si je pourrais vous écrire de là-bas. Si je vous écris pas d'ici le 20 octobre, ne soyez pas inquiets, c'est normal. D'accord, maman, Maryse? À bientôt, je vous serre tous dans mes bras, pas en même temps quand même, hein? Karine. Alors, je vous présente Karine Sirois, ma charmante épouse, avec qui j'ai passé 7 mois en Inde et après ça, 5 mois en Europe. On est partis ensemble cette fois-là avec le sac à dos pendant 1 an au grand complet et on avait construit notre voyage comme ça, l'Inde avant l'Europe, parce que d'expérience, j'avais déjà voyagé dans des pays plus pauvres et je savais très bien que quand on revient en Occident, après quand on revient dans les pays riches, il y a un gros choc culturel au retour. Fait qu'on s'est dit, on va aller se faire brasser ce qu'on a à se faire brasser en Inde, d'abord, et puis on vivra le clash avec l'Occident à notre retour en Europe, pour ensuite pouvoir revenir au Québec et puis reprendre la vie normale, le travail et tout ça. Et je vais vous dire, on a très bien fait de construire notre voyage comme ça parce que l'Inde, non seulement c'est un pays pauvre, mais c'est un pays aussi qui est très particulier, qui est très intense. Et continuellement, quelqu'un de collé sur toi. Hein, la bulle québécoise, l'espèce d'espace vital qu'on peut avoir au Québec, la bulle québécoise en Inde, la bulle c'est ta peau, puis ce qu'il y a en dedans. C'est fini là. Tu as tout le temps quelqu'un collé sur toi. Alors, cette espèce de compression là, qui est continue, un peu comme dans une ruche d'abeilles. Hein, c'est une des meilleures images qu'on peut avoir pour l'Inde. Vous imaginez une ruche d'abeilles, on rentre une petite caméra là-dedans, et puis on voit les abeilles qui se pilent dessus les unes sur les autres et tout ça, puis il y a un bruit qui est constant. Hein, les abeilles, ça communique ensemble, ça fait bzzz, ils sont des milliards à faire bzzz. En Inde, c'est la même chose. Tout le temps quelqu'un de collé sur toi, puis tout le temps du bruit partout, sauf à quelque part là, à 11h le soir, 5h du matin. Là, ça se calme un peu, mais sinon, toujours compressé. Cette compression-là, qui était continue, ben, il a fallu que ça sorte, que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à écrire. Le meilleur de ce que j'ai pu écrire pendant mon voyage se retrouve dans le livre L'Essentielle Errance. Et donc, c'est disponible dans plusieurs bibliothèques à travers le Québec. Si vous aimez la conférence, si vous avez le goût d'aller plus loin, ben, vous pouvez toujours mettre la main sur le livre. Il se lit extrêmement facilement, écrit en petits blocs de réflexion, spiritualité, choc culturel et tout ça. Donc, c'est un peu comme un blog de voyage, finalement, avec beaucoup de réflexion à l'intérieur. Voilà donc pour l'introduction, et avant de parler de notre voyage comme tel, on va commencer par situer l'Inde dans son contexte. Alors l'homme que vous voyez là sur la photo présentement s'appelle Gandhi. Souvent les élèves le confondent avec le Dalai Lama ou avec Bouddha, non, c'est Gandhi, reconnu comme étant le fondateur de l'Inde. Donc, on se replace là, dans le contexte historique, 1945-1950, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Inde n'est pas un pays. Hein, nos grands-parents, les arrière-grands-parents disaient « les Indes ». Ça n'a jamais été un pays avant l'Inde. C'était les Indes, c'était une grande colonie anglaise, donc dans lequel il y avait plusieurs royaumes qui étaient indépendants les uns des autres à prime abord, qui avaient chacun leur langue, chacun leur coutume, leur nourriture, etc. Un peu comme ici les Amérindiens. On avait d'un côté les Iroquois, de l'autre côté les Hurons.
parlaient pas la même langue, vivaient pas de la même façon, mais avaient été colonisés par les Anglais. Mais c'est la même chose en Inde. Plusieurs donc royaumes indépendants qui avaient un point en commun, avoir été colonisés par les Anglais très majoritairement. Et ils avaient déjà essayé de mettre les Anglais dehors, mais sur ce grand territoire de l'Inde, les royaumes ne s'entendaient même pas entre eux. Donc, ils n'avaient jamais réussi. Premier tour de force de Gandhi, ça a été de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour mettre les Anglais dehors. Deuxième tour de force, et c'est la grande particularité de la révolution indienne, le pacifisme. Donc cette révolution-là s'est faite sans les armes. Et pour Gandhi, ça venait entre autres de l'hindouisme. Un des traits fondateurs, un des fondements de l'hindouisme, c'est justement ce principe de non-violence. Et c'est quelque chose qui était très cher à Gandhi. Évidemment, ce n'est pas tous les hindous qui le vivent de la même manière. Comme dans toutes les religions, il y a des extrémismes dans l'hindouisme aussi. Oui, il y en a qui vont poser des bombes, il y en a qui vont prendre des armes, etc. Mais pour Gandhi, c'était un principe fondateur de sa religion et c'était viscéral pour lui. Et ça avait été en plus renforcé par la lecture qu'il avait faite de la Bible. Il y a une phrase dans la Bible qui l'avait marqué profondément et qui dit « Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, mais moi, jamais. Jamais. Spontanément, tu me donnes une claque sur un bord, le réflexe, le reptilien embarque. Non. Pour Gandhi, il disait, la violence engendre la violence. Il l'a répété, répété, répété. Il faut savoir briser le cercle de la violence. Lui-même a été battu, fait de la prison, il a jeûné pendant des longues périodes, etc., mais n'a jamais répliqué. Et quand les Indiens venaient le voir en lui disant « Mais regarde, ça n'a pas d'allure, les Anglais ont pris les armes dans tel coin, il faut prendre les armes nous aussi, on s'en sortira jamais. » Non. Désobéissance civile. On arrête de parler anglais, de manger anglais, de s'habiller anglais. On parle nos langues, on s'habille comme on est, et on mange ce qu'on est. On les ignore, ils vont se tanner, et ils vont partir. Et au final, ça a marché. Au bout de quelques années, effectivement, les Anglais sont partis et aujourd'hui, l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. Alors, à tous les 4 ans, en Inde, il y a à peu près 800 000 personnes, 750 000, 800 000 personnes qui vont voter. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 1,2 milliard de personnes. Et quand ils organisent des élections, là, je disais, il y a 750 000 personnes qui vont voter, ça prend grosso modo de 3 à 4 mois. Ici au Québec, on va voter le matin. Le soir, à 10 h, si on n'a pas le résultat des élections, on commence à frustrer. À 11 h, c'est vraiment tard. Puis à minuit, qu'est-ce qu'ils font les cabochons? Là, on a tellement hâte. Là, puis là, s'il y a eu une défaillance à quelque part dans le système électronique, on capote. En dedans de 12 heures, là, 16 heures à peu près, il faut connaître le résultat. Puis c'est la course à qui va le premier dire, le scoop, là, si la tendance se maintient. En Inde, ça prend 4 mois avant de savoir c'est qui le nouveau premier ministre du pays. Donc la plus grande démocratie du monde. L'Inde aujourd'hui, c'est 23 langues officielles. Au Canada, il y a 2 langues officielles, on a de la misère à s'entendre. Il y a 23 langues officielles en Inde, plus de 4000 dialectes. Un dialecte, c'est comme une sous-langue qui est parlée par une petite tribu perdue dans le fond de la forêt ou quelque chose comme ça. Il y en a 4000 comme ça en Inde. Et l'Inde, c'est une mosaïque de religions. Donc évidemment, l'hindouisme, pour commencer, qui est la plus vieille religion au monde, encore vivante aujourd'hui, donc plus de 4000 ans d'histoire. Ensuite de ça, on a le sikhisme. On voit ici le Golden Temple, qui est le temple d'or, finalement, le temple principal pour les Sikhs. Ensuite de ça, il y a né en Inde aussi le bouddhisme. Bouddha était en Inde quand il a vécu ses illuminations, ses premiers enseignements. Tout s'est passé dans le nord de l'Inde. Donc, il y a plusieurs temples bouddhistes en Inde aussi. Les musulmans sont là aussi. L'islam est là depuis quelques siècles, un peu partout sur le territoire, mais surtout concentré là, du côté du Pakistan. Il y en a un peu plus. Et le christianisme est là. Et on dit que le christianisme est là depuis 2000 ans. Donc, depuis bien avant la France, bien avant le Québec aussi, évidemment. Là, au Québec, c'est arrivé avec Jacques Cartier, 1534, là, donc 1600 ans, 1500 ans plus tard, finalement. Mais il y a 2000 ans, tout de suite après la mort de Jésus, il y a parmi ses premiers disciples, certains qui seraient allés en Inde fonder les premières communautés chrétiennes. Cela dit, le christianisme est une religion extrêmement minoritaire en Inde. Il y a 2% de chrétiens. Mais 2% de 1,2 milliard de personnes, ça donne combien?
Hein? Y a-t-il des petits... Hein? On calcule vite dans sa tête. Ça donne 24 millions de personnes. Vous prenez toute la population du Québec, les personnes âgées jusqu'aux nouveau-nés, vous ajoutez les chats, les chiens, là, mettons qu'on est 8 millions au Québec, là, en grossissant un peu, là, toute la population du Québec, fois 3, ça donne 24 millions, ça donne 2% de la population indienne. On est tout petit au Québec. Tout petit, puis on ne le réalise pas toujours. On se pense bien important. Mais l'Inde, c'est ça. La moindre des statistiques prend des proportions complètement ahurissantes. Beaucoup de monde, évidemment, beaucoup de pauvreté. Des taudis à perte de vue, c'est la première chose qui nous frappe quand on arrive en Inde. Les quêteux sont partout, on va en reparler un peu plus tard. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même dans la pauvreté, et jusque dans la pauvreté, une explosion de couleurs. Continuellement. Et ça frappe. Hein? Les Anglais n'étaient pas là pour rien. Ils étaient là pour les épices, ils étaient là pour la soie et pour la teinture indienne, hein? Qui est encore aujourd'hui mondialement reconnue. Et une expérience aussi qui est un incontournable en Inde, c'est le train. Alors, vous voyez là ici sur la photo, une cabine, là, vous voyez derrière moi, là, le seul blanc qu'il y a dans l'image, là, avec la longue barbiche puis les cheveux longs, là, ça c'est moi, il y a quelques années, quand j'étais en Inde. Mais tout juste en arrière de moi, sur le mur, on voit un petit carré, là, qui est là, et ça c'est le numéro de la place. Puis vous en voyez un autre plus loin, et puis il y en a un autre qu'on voit pas là sur la photo. Cette banquette-là sur laquelle je suis assis, normalement, est prévue pour 3 personnes. Même chose pour la banquette d'en face. Hein? C'est une place, un compartiment prévu pour 6 personnes. Mais vous voyez, là, la petite ruche d'abeilles, là, vous l'avez devant les yeux. Là. En Inde, 1,2 milliard de personnes qui voyagent, ça voyage comme ça, agglutinés les uns sur les autres. Hein? Et au Québec, si on est 2 dans ce compartiment-là, on prend toute la place, évidemment, parce qu'on met notre sac d'un côté, puis on met nos pieds en face, et ça finit là, tu sais, on prend, puis là, il y a une 3e personne qui arrive, tu sais, on est fâché, il pète notre bulle, il faut enlever notre sac, on est obligé de le mettre en dessous de nos jambes ou sous nous autres, puis là, tu sais, la bulle québécoise, la bulle indienne, tapo, puis ce qu'il y a en dedans. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette surproximité-là, c'est le fait que j'ai jamais vu, en 7 mois en Inde, personne souffrir de solitude. Hein? Vous voyez là l'espèce de grand schtroumpf qu'il y a dans le fond de la photo, là, hein, le papy avec sa barbe blanche, là, avec sa belle barbe blanche. Là. Il n'y a pas 2 secondes dans sa vie où cet homme-là peut se sentir seul. Alors qu'ici, au Québec, une fois par année, le Journal de Montréal nous fait le coup, là, en une du Journal de Montréal, fléau, solitude chez les personnes âgées. En Inde, c'est impossible. La jeune fille qui est là en avant, quand on l'a rencontrée, elle avait 16 ans. Mais elle vit exactement la même crise d'adolescence qu'on peut vivre ici au Québec, les mêmes remises en question. Qui suis-je? Que vais-je faire? Et puis, où vais-je? Et tout ça. Là, au Québec, quand on contacte les périodes de remise en question, les périodes de transition, que ce soit à l'adolescence, à la quarantaine ou quoi que ce soit, quand il nous arrive quelque chose, une tuile qui nous tombe sur la tête, on se sent tout seul. On a l'impression que personne ne peut nous comprendre, puis ça amplifie le truc, évidemment. En Inde, c'est impossible. Hein? Et ça fait en sorte qu'ils sont continuellement conscients, finalement, de la force du groupe, de la force de la famille, et ça les aide à passer à travers toutes les montagnes russes qu'ils vivent.